À Madagascar, l'État a reporté la publication du code minier pour des raisons économiques et stratégiques. Un nouveau code pourtant très attendu par la société civile qui reproche à l'ancien la mauvaise redistribution de la manne pétrolière et minière. C'est un sujet d'Oumou Kelsomba. La publication du nouveau code minier a été reportée à une date ultérieure. Le gouvernement malgache dit être toujours en consultation avec la Banque mondiale, l'Union européenne et les opérateurs économiques. Selon le ministre des Mines et du Pétrole, l'adoption de ce code minier se fera au cours de l'année 2016. La sortie du code minier malgache a été reportée pour des raisons économiques et des raisons stratégiques. L'État malgache exige une participation beaucoup plus importante dans le capital des exploitations minières qui sont basées sur le sol malgache. Chose qui me semble tout à fait logique, tout simplement pourquoi? Parce que dans la plupart des contrats que signent les États africains dans leur globalité, ce sont des contrats qui sont des contrats léonins. Les États ne sont pas suffisamment attentifs aux intérêts des nations. Ce texte-là, tout simplement pourquoi? Parce que les intérêts malgaches n'étaient pas suffisamment protégés. Le nouveau code exige pour l'État une participation gratuite à hauteur de 10% dans les exploitations, ainsi que l'augmentation des redevances et ristournes. Pour rappel, entre 2012 et 2013, près de 729 milliards d'ariari en termes de recettes ont été injectés par les industries extractives dans les caisses de l'État. Les opportunités du pays dans le secteur minier sont réelles, puisque vous avez quand même un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires qui ont une certaine expertise. À savoir, vous avez l'Union européenne, vous avez un certain nombre de grandes firmes qui sont sur place. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce potentiel-là, il est déjà pratiquement avéré et que maintenant, il faut l'exploiter au mieux au bénéfice, des Malgaches. La République de Madagascar est un pays riche en ressources naturelles et minières. L'exploitation des mines doit être suivie par une politique environnementale. Pour les organisations de la société civile, l'État doit contrôler davantage les émissions de gaz nocifs et de déchets toxiques. Daouda, beaucoup de reproches ont été formulés quant à l'actuel code minier qui est toujours en vigueur. Ce nouveau code est le code de tous les enjeux. Oui, effectivement, puisque moi j'ai eu l'occasion de visiter ce pays Madagascar et on se rend compte qu'il y a des richesses partout. Que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de la biodiversité, il y a des ressources partout, sauf que c'est l'encadrement qui pose problème et l'organisation, puisque c'est un pays, comme on le sait tous, c'est un pays qui a connu des crises politiques successives, ce qui a rendu difficile cela. Mais vous avez raison, le jour où on arrivera à mettre de l'ordre dans tout ça, avec un nouveau code minier dans lequel l'État est à la fois avantagé, mais aussi les populations, parce qu'il faut les deux, puisque c'est pas évident que la redistribution soit effectuée de manière équitable vis-à-vis de la population. Et donc il y a beaucoup de Malgaches qui travaillent dans les mines, l'extraction de pierres, de l'or, etc. Et souvent c'est quasiment leur seule source de revenus. Et ces gens-là, il faut que ce code minier prenne en compte leurs intérêts. Et un autre élément, c'est que il y a ce qu'on appelle l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est-à-dire que vous candidatez et si votre candidature est acceptée, vous intégrez l'ITIE. L'idée, c'est de produire des rapports à chaque fois, tous les ans, c'est-à-dire que les industries minières vont publier les chiffres, c'est-à-dire les recettes qu'ils donnent à l'État, qu'elles donnent, ces industries, tout ce qu'elles payent à l'État, elles doivent le déclarer, le publier. Et n'importe quel citoyen peut y avoir accès sur Internet, etc. Et donc, il faut aussi que l'on arrive à cela. Le Madagascar a été suspendu en 2011 au niveau de l'ITIE. Et il y a eu une mise à jour qui a été faite en 2014, il me semble, après le retour à un ordre politique normal. Il faut que le pays poursuive son intégration vers l'initiative pour la transparence des industries extractives, puisque c'est cela qui va permettre de garantir la transparence même. Qu'est-ce que l'État touche, qu'est-ce que les populations touchent, qu'est-ce que les entreprises payent, parce que ça permet aussi d'éviter des pots de vin ou des détournements d'argent, puisque aujourd'hui, on peut connaître
une industrie minière, ce qu'elle paye à l'État de manière effective. Donc l'État ne peut pas cacher, les citoyens y ont accès. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on évite les détournements. Exactement. Et ce code minier-là devra prendre en compte tout ça. Alfred, ce n'est pas forcément un problème malgache, on le retrouve un peu partout sur le continent africain. Ces pays qui, dans un souci de toujours attirer plus d'investisseurs étrangers, bradent un peu leurs ressources et accordent trop d'avantages fiscaux à ces investisseurs étrangers. Oui, effectivement, la plupart des pays africains qui ont des industries extractives se sont retrouvés confrontés à cet impératif-là. N'ayant pas les moyens propres eux-mêmes pour pouvoir lancer des industries nationales extractives, ces pays africains sont obligés de s'ouvrir au marché international, c'est-à-dire faire appel aux investisseurs étrangers. Simplement, les codes des investissements qui ont été mis en place entre les années 70-80 jusqu'à il y a pas longtemps étaient plus en faveur de ces investisseurs-là parce que justement, au niveau des pays africains, on ne promeut pas suffisamment l'industrie privée africaine. On ne promeut pas suffisamment des industriels africains qui seraient à même justement de pouvoir créer des usines, des entreprises dans ces sens-là. Et que donc aujourd'hui, qu'un pays comme le Niger par exemple ait pu discuter avec Areva sur le même pied d'égalité, dire mais ce sont nos matières premières à nous, nous devons revoir les contrats qui nous lient pour justement que nous ayons un peu plus quand même que ce que nous avons jusqu'à présent. Je crois que ça va dans le bon sens. Mais en même temps, c'est pas la vocation des États non plus d'être dans le capital de ces entreprises-là. L'État devrait plutôt profiter de cette présence-là, mettre en place des codes des investissements, des codes des impôts qui permettent justement des taxations justes de ces industries-là et des bénéfices qu'elles font pour pouvoir ensuite redistribuer notamment dans les projets de développement locaux ou nationaux. Je pense que c'est dans cette marge-là, dans cette démarche-là que les États doivent trouver leur compte. Et en Tunisie, le déficit de la balance commerciale a baissé de 11,42% en 2015. Les analystes évoquent en partie la rationalisation des importations pour expliquer cette baisse. Pour autant, le niveau des exportations est toujours aussi faible. Oumou Kelsumba. Le déficit de la balance commerciale de la Tunisie en baisse de 11,42% en 2015. Évalué à 12 047,7 millions de dinars en 2015, il est de loin en dessous des 13 635,9 millions de dinars enregistrés en 2014. En cause, la réduction des importations. Mais malgré cette baisse, la situation des exportations ne s'est pas encore améliorée. Étant donné l'affaiblissement de la croissance en Europe elle-même, un fléchissement pendant quelque temps des exportations tunisiennes vers l'Europe, mais aussi il y a eu ces derniers temps en Tunisie une rationalisation plus grande des achats de l'étranger, ce qui a fait que les importations aussi ont diminué. En 2015, les exportations ont régressé de 2,8% contre une augmentation de 2,5% en 2014, atteignant 27 607,2 millions de dinars. Quant aux importations, elles ont reculé de 5,7% contre une augmentation de 6,4% en 2014. Réduction de l'hémorragie due à la balance commerciale déficitaire va se traduire au niveau de la balance de paiement par des sorties de devises assez chères pour la Tunisie, mais aussi la Tunisie doit faire attention et regarder combien de jours d'importation elle garde sous forme de réserves extérieures, en devises internationales. Face à la crise économique que traverse la Tunisie, les autorités ont misé sur le secteur agricole pour relancer l'économie. Selon le ministre des Finances, environ 1,2 million d'hectares de céréales ont été ensemencés et quelques 24 000 quintaux de semences sélectionnées ont été mis à la disposition des agriculteurs dans 15 gouvernorats pour la campagne céréalière 2015-2016.
Alfred, une bonne nouvelle quand même pour la Tunisie, puisque, rappelons-le, le pays connaît une période très très difficile après la crise politique sécuritaire. Aujourd'hui, on a le terrorisme qui est en train de véritablement s'implanter dans le pays, et pourtant la Tunisie garde la tête haute et poursuit ses efforts. Oui, Amira, et puis saluons le 5e anniversaire justement du renversement de Ben Ali. La Tunisie revient de très loin, et cette politique qui se heurte à tous les obstacles que vous venez de rappeler va à terme porter ses fruits. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette baisse-là du déficit, c'est lié à plusieurs facteurs aussi, c'est-à-dire que d'un côté, la baisse du coût du pétrole, ça c'est intéressant, il faut que ça continue à baisser encore, comme ça, les importations de produits pétroliers, les hydrocarbures et puis le gaz, etc. pour la Tunisie, ça fera des économies. Mais pour rentabiliser tout cela, il faut effectivement que l'industrie agricole, l'industrie textile, etc. reprennent du poil de la bête pour permettre justement à la Tunisie de pouvoir exporter. Et puis enfin, on dira, dernier point, c'est le surenchérissement, l'appréciation du dollar quand même joue aussi un mauvais tour à toutes ces économies-là, et donc il va falloir faire très attention de ce point de vue-là. Et on va passer au chiffre du jour, 10 dollars le baril de pétrole. C'est en tout cas une des prévisions, selon une agence bancaire, en tout cas un groupe britannique. Daouda, on a parlé des 30 dollars, on y est, on a même parlé des 20 dollars, peut-être qu'on va y arriver. 10 dollars, ce sera en tout cas un scénario catastrophique, peut-être pas pour la Tunisie, Alfred, mais bon, je vais parler de son voisin, l'Algérie. 10 dollars le baril, ce sera très 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 dur pour l'Algérie de s'en sortir avec un tel tarif. Tout à fait, on l'a vu par exemple en Algérie avec la réduction des subventions qui sont accordées dans le secteur pour pouvoir aller à la pompe et avoir du carburant par exemple. Et un certain nombre de pays vont être obligés, Amira, de supprimer un certain nombre de subventions, et donc la demande sociale va être encore plus forte et les tensions peuvent être ravivés à ce niveau-là. On ne le souhaite pas. Mais pour moi, c'est effectivement un scénario catastrophe aujourd'hui. Sauf que si on voyait venir, ce serait bien. Mais la chute, elle est drastique et brutale. Je prends un pays aussi au-delà de l'Algérie, comme le Nigeria, le Gabon, etc. C'est des pays qui ont des plans de développement avec une vision à très long terme en tout cas. Et à un moment donné, les seules recettes dont l'État dispose, en tout cas les recettes les plus importantes, puisque parfois c'est 2/3 du budget qui est lié aux recettes d'exportation du brut. Comment investir dans la demande sociale? Comment réaliser des infrastructures, routes, etc. Comment s'occuper de la santé quand on a 2/3 de son budget qui est affecté? Donc je pense que ce sera très très difficile. Je ne souhaite pas voir un baril à 10 dollars dans l'immédiat, même si ce serait bien pour l'environnement. Alfred, 10 dollars le baril, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, je trouve ça très intéressant, notamment pour les pays producteurs de pétrole africains. Ça doit les inciter justement à la diversification de leurs économies. C'est vrai que pour les exportations, ça porte un coût. Alfred, je me permets de vous couper, on est passé de 120 dollars à 30 dollars, ça les a pas vraiment fait bouger. Non, mais oui, mais là, ils seront obligés de bouger parce que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont tellement tablé sur le prix du baril à 120 et que donc c'était, j'allais dire, le paradis. Mais l'Algérie, à la différence d'autres pays, a su quand même, pendant cette période-là de vache grasse, a su accroître ses réserves en dollars. Aujourd'hui, en réalité, l'Algérie a amorti la chute du prix du brut. Maintenant, il faut réinvestir cela autrement, diversifier l'économie algérienne. Mais en termes d'importation, c'est très important aussi pour l'Algérie, puisque au fond, ce qu'il perd au niveau de la balance extérieure, il peut le retrouver justement au niveau de la balance intérieure, c'est-à-dire on augmente la production d'autres produits agricoles qu'on pourrait effectivement revendre de la meilleure façon qui soit. Mais moi, c'est ça que je vois dans le prix à 10 dollars.
Daouda, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque le baril était à $120, les populations n'en ont pas profité. Aujourd'hui, le baril descend à 30 et ce sont bien évidemment les populations qui en pâtissent. On le voit en Algérie avec la hausse des télécoms, de l'essence et des transports. Tout à fait. Et bon, disons qu'il y en a qui en ont profité, mais c'est pas ceux qui devraient en profiter plus qu'en ont profité, puisque même en Algérie, j'imagine, le train de vie de l'État, la rationalisation de la dépense publique, à mon avis, toute cette manne financière découlant des hydrocarbures aurait pu être investie dans le secteur social, comme vous dites, etc., plutôt que de s'en servir comme du fonctionnement de l'État, etc. Daouda, merci. Merci Amira. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous également, Alfred, pour vos analyses. Bien, ça a été un bonheur de vous retrouver sur ce plateau, comme toujours. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci aussi. Et merci à vous, Nigama. Je rappelle que vous êtes artiste panafricain. Merci. Merci beaucoup et à très prochainement. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Room, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine toujours consacrée aux musiques urbaines sur le continent africain. Et puis demain, nous évoquerons le cas particulier du Bénin. Merci de votre fidélité et à demain.